va avoir une petite table ronde qu'on a assez sobrement et trivialement intitulée On est dans la merde. Et voilà, on a quelques descendants qui vont nous en parler. Et donc, je vous propose d'accueillir nos intervenants. Prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. Mets dans ta valise une simple chemise pour la fin du monde, pas de vêtements. Et mes photographies. Voilà. On attend qui encore? Clément, Jean-Baptiste. Je vous propose de vous mettre dans les cages à oiseaux. Forcément. Non, vas-y, tu peux te mettre là si tu veux. Alors, je vous propose qu'on débute tout d'abord par un petit podcast dystopique qui a été réalisé dans le cadre de la commission prospective d'ADN. On remercie Jean-Luc Boulin, toute son équipe, et Laurence Giuliani pour la mise en voix. Quelques minutes d'une belle histoire. Ah, je l'ai raté. Ok. Drapeau d'alerte. Florian réajuste ses lunettes de sécurité au-dessus de son masque. C'est pas possible, comment ont-ils pu arriver jusqu'ici? À leur démarche, on voit qu'ils ne sont plus tout jeunes. Ils avancent tranquillement sur le sentier qui mène à la plage de la forêt, comme s'ils n'avaient rien remarqué. Ni la jungle de panneaux d'interdiction, ni l'énorme drapeau rouge, ni les alertes audio hurlant dans les haut-parleurs des drones qui rasent les cheveux du couple. Au fur et à mesure qu'ils s'approchent, Florian les distingue plus nettement dans la chaleur poudreuse. Le vieux monsieur traîne ses sandales quechua d'un autre monde derrière sa canne, sa queue de cheval regroupant ses derniers cheveux. Elle, 2 pas derrière, tient en laisse un bulldog français haletant. Elle arbore un t-shirt Punk's Not Dead avec une belle tête de mort. Très 2010, se dit Florian. Il lui semble que son père avait le même. La jeune femme sort de son abri bioclimatique en pin des Landes et s'installe, pieds écartés, uniforme et badge bien visible, juste devant l'Oriflamme, information touristique et climatique. Là, se dit-elle, ils vont bien s'arrêter. Vous n'avez pas entendu les messages? Nous sommes en alerte orange aux algues et l'accès à la plage de la forêt est totalement interdit. Oui, madame, mais nous n'allons pas nous baigner, juste marcher le long de l'océan. Quoi? Ils ne sont pas au courant? Malgré les multiples campagnes d'information, s'exclame-t-elle intérieurement. Madame, monsieur, Ostréopsis est une algue sournoise. Il suffit que vous l'inhaliez en vous promenant en bord de mer pour finir aux urgences. Elle affiche l'agenda hologrammique de l'agence sur le mur du cabanon. Mais nous pouvons vous proposer de nombreuses activités en alternative à la plage. Cet après-midi, par exemple, nous proposons un cours de climat no stress en pleine conscience, une activité gratuite qui vous permettra de ne plus subir d'émotions lors des prochains épisodes climatiques. Le ton de Florian devient doucereux, presque mécanique, à faire douter de son identité humaine ou robotique. Avec l'agence, nous avons à cœur de vous garantir des vacances apaisées, même en cas d'incident météorologique. Le vieux monsieur, avec son regard bleu délavé très profond, lui sourit. Madame, ça fait 50 ans que nous marchons sur les plages océanes, et ce n'est pas plus une algue toxique qu'une nouvelle interdiction de ce gouvernement répressif qui vont nous en empêcher. Dans ce cas de figure, les consignes de l'agence sont claires. Éviter le conflit, rester dans la démarche qualité, tourisme et climat, et surtout, garder son sourire. C'est ce qu'apprécie Florian dans son boulot. Rester calme en toutes circonstances malgré le caractère anxiogène des événements climatiques. Elle se félicite intérieurement d'avoir suivi la formation Accueil augmenté l'an dernier, grâce à laquelle elle a pu se faire implanter la puce Zénitude. Le stress, elle l'avait trop subi lors de son début de carrière. Pour son stage de première année de BTS à l'Office de tourisme de Biscarrosse, Florian avait vécu les grands incendies de 2022, devant rassurer les vacanciers, procéder aux évacuations tout en admirant le balai des pompiers qui allaient au contact du feu. C'est là qu'elle avait compris qu'elle travaillerait dans l'urgence climatique. Aussi, lorsqu'après les présidentielles de 2027, le nouveau gouvernement avait regroupé les services locaux du tourisme, de l'ONF et de la protection civile au sein de l'Agence du climat, elle n'avait pas hésité un seul instant.
Associer son métier d'accueil à la prévention des incidents climatiques prenait tout son sens. Aujourd'hui, pour Floriane, les drapeaux d'alerte n'ont aucun mystère et l'ajout récent de son patch d'amélioration de la relation client lui permet de maîtriser toute situation compliquée. Floriane regarde le couple s'éloigner. Elle sait qu'ils vont trouver 1 kilomètre plus loin un accès à la plage où l'agence n'a pas de personnel en poste. Ce n'est pas la première fois que la jeune femme se sent interpellée par ses envies de liberté, que manifestent surtout les 88 arts, ces personnes qui ont vécu leur jeunesse au siècle dernier. Et si c'était eux qui avaient raison? Si on s'en foutait complètement des innombrables consignes climat, et que l'important, c'était juste d'aller sentir l'empreinte de son pied nu sur le sable d'une plage océane. Floriane sait que le mouvement Free Climate prend de l'ampleur et que la désobéissance civile aux consignes de l'agence se répand un peu partout. Et si moi aussi, se risque à penser la jeune femme. C'est à ce moment précis que son téléphone vibre. Elle regarde le message. Alerte noire aux moustiques sur tout le littoral landais de 17h à 22h. Procédez à évacuation immédiate. Alerte noire en plein mois de mai? Elle ne se rappelle pas que ça soit déjà arrivé. Avec ce niveau d'alerte moustique, il faut confiner tout le monde à l'intérieur, même avec ce beau soleil. Ouais, eh ben ça va être sportif de vider les terrasses de Cap-Breton en plein pont de l'Ascension, se dit Floriane en se dirigeant vers son tricycle solaire aux couleurs de l'agence. Merci, ça fait envie. Merci à Jean-Luc et à Laurence pour cette petite capsule sonore qui lance notre petite table ronde. On a donc 4 territoires, destinations qui sont présentes avec nous. Marie Garcin-Zetter, donc, qui est à Menton, Riviera et Merveille. On a ensuite Maria DeVos qui nous vient du syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat. Anne Trévé des Gorges de l'Ardèche, Pont d'Arc, et puis enfin Camille Lenoble d'Only-Lyon. Et pour les encadrer, Jean-Baptiste Soubenier de la Mona et Clément Simoneau des Oiseaux de Passage que vous avez vus l'un et l'autre hier sur scène et qui vont venir apporter un petit peu leur grain de sel à ces témoignages. On va peut-être commencer justement par un petit tour de table où vous allez vous présenter de façon un peu plus détaillée et ce pourquoi vous êtes là pour témoigner sur cette table ronde. On commence avec toi, Marie. Merci Ludo, bonjour à toutes et tous. Alors moi j'ai commencé en 2002 à Roquebrune-sur-Argent et pendant les 12 ans je suis restée directrice de l'office de tourisme. J'ai vécu 3 grosses catastrophes naturelles, des incendies terribles en 2003 qui ont ravagé 20 000 hectares de forêt des morts dans le Var, dont 8 000 sur la commune de Roquebrune-sur-Argent. Des campings dévastés, des campings évacués. Et puis 2010 et 2014, 2 grosses inondations. C'est l'Argent qui a débordé, comme vous voyez là une image. Donc évidemment, tous les campings du secteur évacués. Et puis des dégâts terribles dans les villages. Et voilà. Ensuite, après 4 ans en Alsace, où là, je vous rassure, il ne s'est rien passé. Je suis arrivée en 2019 à Menton, Riviera et Merveille. Et là, mars 2020, vous connaissez tous la crise sanitaire. Et puis octobre 2020, le territoire est très très durement frappé par la tempête Alex qui a ravagé la vallée de la Roya. Là, vous voyez une photo du lendemain de la place de Breil-sur-Roya, et la petite maison rose que vous voyez, c'était l'office de tourisme d'ICT parce qu'il a été entièrement vidé par la vague de plus de 2 mètres de haut qui a traversé le village. Donc c'est des tonnes, des milliards de tonnes d'eau qui ont dévasté en fait le territoire du nord au sud jusqu'à se jeter dans ce fleuve Roya dans la mer. Sur l'image de droite, vous voyez l'état quelques mois plus tard de ce qui restait des locaux de la mairie qui est attenante à l'office de tourisme. Voilà, donc là c'est 2 campings totalement emportés par les eaux, un hôtel complètement emporté également. Et je reviendrai un petit peu après sur la reconstruction, puisque c'est ça qui est important et comment on a pu contribuer à l'après tempête Alex.
Oui, dont on a beaucoup parlé effectivement, puisque je te passe la parole à Anne Trévé. Donc, Anne, tu as témoigné déjà ce matin sur l'atelier qui avait trait au mythe ou pas du surtourisme. On a beaucoup parlé de cette photo il y a 1 an, 2 ans, c'est ça ? L'année dernière, pour nous, 2022 a été une année un peu noire sur les gorges de l'Ardèche. Alors cette photo est un photomontage, donc vous l'oubliez, ça y est, vous l'avez vue, vous ne la diffusez plus, vous ne la montrez plus, vous la cachez. C'est une artiste belge qui a travaillé sur les conséquences d'Instagram et de trouver le bon spot photo, tout ça, et ça c'est un photomontage. C'est un time-lapse sur 24 heures, donc quelque chose comme ça. Je ne pense pas que ce soit sur 24 heures, j'ai pas la durée exacte, mais c'est un time-lapse. Voilà, donc il y a eu la même chose de fait sur les gorges du Verdon, sur plein d'autres destinations. Alors nous, comme je disais, 2022 a été un peu une année noire en matière d'eau. Sur notre territoire, l'eau c'est très important. L'Ardèche parcourt la destination sur 70 km. On a aussi et se jette dans le Rhône qui borde notre territoire et on a 30 km de Rhône. Donc l'eau c'est vraiment hyper important. On est habitué aux phénomènes de crue, notamment à l'automne, quand on a des phénomènes cévenols ou à la fonte des neiges pour le Rhône. Mais l'année dernière on a un peu tout cumulé. Ça a commencé en début de saison avec les fameuses cyanobactéries qu'on voyait avant. C'est le truc un peu burk qu'on voit dans les rivières qu'on a du mal à déceler, mais qui génère beaucoup d'inquiétudes chez les vacanciers notamment qui ont des chiens. Je pense que certaines destinations ici sont aussi concernées. Donc le téléphone l'année dernière a énormément sonné dès le mois de juin sur cette problématique-là, parce que il y avait un vrai déficit hydrique partout en France, en Ardèche également. C'est vrai que le niveau d'eau était quand même assez faible. Pour autant, chez nous, la rivière était baignable, elle était aussi navigable. Mais on a démarré la saison avec un épisode de cyanobactéries. Puis ensuite, on a eu des incendies. On n'a pas été épargnés. 2 incendies. L'un en juillet est venu lécher les parois de la reconstitution de la grotte Chauvet 2. Donc, on a eu un gros stress. Et puis, le second est venu aux portes d'un des plus beaux villages de France, Vaugué. Donc le stress est encore monté un peu plus. Pour finir, sur les médias qui en faisaient des caisses justement sur cette sécheresse, et notamment sur les gorges du Verdon. Et on est souvent confondu avec les gorges du Verdon. Et du coup, là, j'ai fait une petite sélection d'articles qui parlaient de nos voisins. Je sais pas s'ils sont là, mais c'est vrai que ça a été assez terrifiant pour eux. Et du coup, les gens ont fait l'amalgame entre le Verdon et l'Ardèche. Et malgré le fait que nous, on était encore navigable, baignable, voilà, on avait énormément d'inquiétudes de nos clients. Et puis des acteurs du tourisme très, très aux abois, qui nous mettaient une pression folle pour qu'on puisse communiquer sur le fait qu'on avait de l'eau. Et en fait, on n'a pas réagi tout de suite parce que c'est très compliqué de dire qu'on a de l'eau quand à côté, les gens sont en souffrance. Et on ne voulait pas passer pour des irresponsables non plus. Donc j'y reviendrai un peu plus tard. Merci Anne pour cette présentation. On va passer maintenant la parole à Maria. Et si tu peux lui passer le micro, juste de l'autre côté. Alors Maria, elle ne vient pas d'un office d'un tourisme, mais d'un syndicat mixte, donc qui a pour rôle à la fois de préserver un espace naturel et puis aussi de le gérer. Parce que la Grande Dune du Pilat fait partie des totems d'un territoire qui attire les touristes et qui lui aussi a connu un été un petit peu difficile l'année dernière. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, vous connaissez très certainement tous la dune du Pilat, même si vous n'avez pas eu l'occasion de la gravir, puisque c'est un site mondialement connu. On vient d'un peu partout pour la découvrir. C'est l'espace naturel le plus visité en Nouvelle-Aquitaine. On accueille près de 2 millions de visiteurs par an, avec des pics de fréquentation en plein mois d'août qui peuvent dépasser 15 000 visiteurs par jour. Mais la dune du Pilat, c'est avant tout un espace naturel ouvert au public. C'est un site classé au titre de la loi de 1930, c'est-à-dire c'est une loi qui protège des paysages. Et la dune du Pilat n'aurait pas cette notoriété si elle n'était pas associée à 2 autres composantes paysagères
qui sont l'océan avec l'entrée des passes du bassin d'Arcachon. Si on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Et puis aussi le massif forestier qui est adossé à son versant est, qui n'est pas la forêt domaniale. La forêt domaniale commence un petit peu plus au sud, mais c'est une forêt naturelle qui a été exploitée par l'homme, mais qui était d'une très grande richesse d'un point de vue biodiversité et paysage. Voilà, donc le syndicat mixte que je dirige a pour mission de gérer ces espaces naturels dans le cadre d'une politique nationale qui est la politique des grands sites de France. D'ailleurs, les gorges de l'Ardèche sont également dans cette démarche, ainsi que les gorges du Verdon. On est à peu près une 50aine de territoires à l'échelle nationale à gérer des espaces naturels et touristiques dans le cadre de cette politique. Et effectivement, elle repose sur 2 piliers, c'est-à-dire c'est avant tout préserver ces espaces naturels qui sont fragiles, d'où leur protection, mais avec la vocation de maintenir une ouverture au public, puisqu'on prend en considération aussi l'impact économique que ces paysages peuvent avoir à l'échelle de territoire. Donc voilà, notre mission, elle est double, c'est on protège et on améliore les conditions d'accueil du public pour amener les visiteurs à comprendre les enjeux de préservation. La dune, c'est pas juste un gros tas de sable ludique qu'on dévale. Alors, il faut garder ce côté ludique parce que l'émotion est très forte et c'est essentiel. Mais on essaie d'améliorer les conditions d'accueil et surtout de sensibiliser le visiteur pour qu'il comprenne les enjeux de préservation et que de consommateur d'espaces naturels, il devienne acteur de sa préservation. Alors par rapport aux aléas et ce qu'on a vécu en juillet 2022, toutes ces problématiques de préservation, autant sur le littoral, elles sont assez bien perçues avec le recul du trait de côte et l'avancée dunaire. La dune avance de 4 à 5 mètres par an sur la forêt, mais il était beaucoup plus difficile d'évoquer la fragilité du massif forestier. La forêt, elle semblait intouchable, immuable. Et quand on a commencé à travailler avec l'ensemble des acteurs du territoire sur les questions, dans l'objectif de résorber le stationnement sauvage, et notamment sur les terrains du Conservatoire du littoral, dont nous sommes gestionnaires, on avait du mal à convaincre que le risque incendie, il était bien réel sur notre territoire. Voilà. Et puis le 12 juillet, on était à la veille d'un long week-end qui souvent marque le début de la haute saison touristique sur le bassin d'Arcachon. Et bien à 15h, il y a un véhicule qui a pris feu sur une petite route qui traverse ce massif forestier. Et puis ça a duré 12 jours et c'est plus de 6000 hectares de forêt. C'est une forêt d'une grande richesse au niveau biodiversité, mais aussi culturelle et historique. Je n'aurai pas le temps de développer, mais qui a brûlé en quelques jours. Merci Maria pour ce témoignage, cette présentation. Avec Camille, on va changer un petit peu d'univers, on va oublier un peu les catastrophes naturelles, les changements climatiques. On passe au milieu urbain. Vous aussi, vous avez vos petits soucis entre le risque terroriste, les manifestations diverses et variées par rapport à certaines politiques. Et puis, si tu es là aujourd'hui aussi, c'est pour parler de ce phénomène de problématique de ressources humaines qu'ont notamment connu les hôteliers, les restaurateurs, sur tout le territoire, on peut peut-être même dire dans le monde entier finalement, mais particulièrement chez vous, et c'est de ça dont tu vas nous parler ce matin. Merci, bonjour à tous. Alors effectivement, j'ai eu un petit moment de frayeur quand on s'est parlé avec Ludovic et que j'ai vu le nom de la conférence et les autres intervenants, et je me suis dit, mais en fait, tout va bien à Lyon, on n'a pas de problème de cette ampleur. Et bien en réfléchissant un petit peu plus, je me suis dit quand même un territoire urbain, ça cumule un certain nombre de problématiques. Alors voilà, sans revenir sur tout ce qui nous a touchés ces dernières années, c'est vrai qu'on est plutôt habitué à s'adapter, à changer de scope et à s'intéresser à une crise puis une autre. Alors la crise climatique quand même en partie, parce qu'effectivement actuellement on se pose par exemple la question de comment on adapte notre offre à la canicule et aux canicules estivales qui sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus longues, et ça joue beaucoup sur un territoire urbain. Mais dans le passé, voilà, c'est vrai qu'entre le Covid, ne serait-ce que cette année, on a eu 1 mois et demi où on s'est retrouvé sans office de tourisme, parce que manifestation qui se termine pile devant l'office de tourisme, vitre cassée, et donc du jour au lendemain, on se dit ok, on ne peut pas ne pas accueillir les gens, on va les accueillir dans nos bureaux,
Donc on a traversé, pour ceux qui connaissent Lyon, traversé la place Bellecour, mis l'accueil dans nos bureaux et on s'est adapté pendant 1 mois et demi à accueillir les visiteurs de cette façon. Donc c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de s'adapter à ces problématiques, mais celle dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est, comme tu le disais, voilà, la crise de l'emploi, ou plutôt la pénurie des vocations dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, qui est devenue une grosse préoccupation médiatique et de nos partenaires sociaux pro en 2022. Alors qu'on aurait pu laisser s'écouler un peu sans nous. On a eu un moment d'ailleurs où on s'est dit, mais est-ce que réellement ça nous concerne? Est-ce qu'on va vraiment se lancer, nous, dans ce sujet? Est-ce que ça passera pas tout seul? Ou on peut se contenter de relayer les offres d'emploi de nos hôteliers qui ont du mal à recruter, être juste un petit peu dans la com? Ou est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on les aide? On a choisi d'aller plus loin et de les aider, et j'en parlerai un petit peu après, donc avec la création d'un festival, un festival des métiers de l'hôtellerie-restauration et de l'événementiel, donc festival Rêve, dont la première édition a eu lieu en avril, et dont la seconde édition aura lieu en février 2024. Donc, voilà. Merci Camille pour ce petit tour. Alors vous l'aurez probablement compris, l'idée à travers cette table ronde, c'est d'aborder cette question de l'adaptation à des conditions qui sont aujourd'hui de plus en plus violentes. On a tous subi collectivement cette crise sanitaire avec le Covid. On parlait d'un retour à la normalité, on rêvait de demain enchanteur et enchanté. Et puis on se rend compte qu'en fait, à chaque saison, à chaque année, il nous tombe un nouveau truc sur la tête. Alors on a parfois des catastrophes naturelles, on a parfois la difficulté économique, on a parlé aussi hier d'inflation, on parle du risque de guerre qui est de plus en plus proche de nos frontières. Comment on fait aujourd'hui pour gérer un territoire ou une prestation touristique avec cette inconnue permanente et cette idée qu'il y a un truc qui va nous tomber sur la tête? Il va falloir aujourd'hui qu'on s'habitue à gérer ça, cette perturbation qui peut arriver à tout moment. Et je vous pose la question du coup à vous, Clément, Jean-Baptiste, je ne sais pas lequel des deux veut débuter. Eh bien, je vais démarrer. Je vais faire 1 minute d'intellectuel, mais crisis, c'est prendre des décisions. Donc crise vient de crisis et ça veut dire prendre des décisions. Et c'est assez révélateur parce que tout ce qui se met en place dès qu'il y a une crise, souvent dans l'urgence, ça bouge les choses et c'est un moment clé où des tris s'opèrent. Une autre façon de le lire dans l'étymologie. Et c'est vrai que des tris s'opèrent en fait. On sait qu'il y a de la casse. Ça sera peut-être évoqué dans les différentes crises qu'il y a eu. Il y a peut-être eu des décès, il y a peut-être eu des acteurs économiques qui n'ont pas il y a peut-être des membres des équipes qui sont partis après ça parce qu'il y a eu un tel choc tellement fort que ça a créé de la casse et il y a eu un tri qui s'opère. La formule n'est pas très jolie. Mais moi, ce que ça me renvoie d'abord, c'est un profond respect en fait. Parce que en un tour de 10 minutes de tour de table, on a évoqué un certain nombre de crises, mais en fait, c'est que les crises sont devenues des quotidiens. Et on fait paraître l'invisible de ce que vous faites, l'invisible de ce que vous faites, ce que nous faisons. Ou voilà, dans le tourisme, dans l'accueil, la communication, l'information, etc. Et tout ce qu'on va décortiquer certainement pendant 1 heure, on va voir tout ce qui est invisible en fait. Le confinant, le relationnel, l'émotionnel, toute cette partie où on met les tripes sur la table parce qu'on est engagé, on est au cœur d'un territoire et vous n'êtes que les représentantes d'un écosystème et de vos équipes. Donc c'est moi qui vais avoir l'émotion, mais c'est pas anodin ça en fait. Et prendre le temps, comment on le gère pour répondre plus à ta question. Des choses qui ne sont pas faites en fait, c'est justement comment a été géré le choc émotionnel des gens et des femmes qui vivent dans ces lieux-là et qui faisaient partie des équipes qui ont dû gérer en urgence les choses et qui après 6 mois en fait où ils en sont d'avoir été évacués en même temps de leur propre maison ou voir gérer leur famille ou autre, leurs amis, leurs voisins et en même temps on leur demande de réouvrir le lieu ou de donner une information à des touristes qui se demandent est-ce qu'ils vont venir en vacances ou pas. Et ça, comment ça a été traité 2 mois, 3 mois, 6 mois après pour gérer la crise d'après qui ne sont plus des crises et qui sont un quotidien. Ouais, c'est vraiment ma réaction et donc je suis hyper content qu'il y ait une table ronde comme ça, c'est de voir le chemin 1 an, 2 ans, 10 mois après, comment on a appris tout ça parce que c'est pas que de l'opérationnel, c'est pas que de la gestion de crise, c'est aussi beaucoup de je reviens toujours, on se connaît à force de cette gestion humaine, mais elle est vraiment pas anodine. Donc, profond respect pour démarrer cette table ronde. Le fameux PFH. Clément, veux-tu compléter Merci.
Oui, alors nous, chez Oiseaux de Passage, on a plusieurs de nos membres qui, effectivement, ont été sur des territoires qui ont subi ce type d'aléas. Bon, déjà, tout le monde a subi la crise Covid, évidemment, mais après, il y en a dans les Landes, les feux de forêt, il y en a qui sont dans la Roya également, effectivement, où là, ça a été assez terrible. Et ce sur quoi on a travaillé, du coup, avec nos membres, enfin, ce qu'ils ont eu envie de travailler, c'était plutôt dans ce sens-là que ça s'est fait, c'était de se dire, mais comment on fait pour continuer nos activités, mais sans être, en tout cas, en développement de notre résilience. Ils avaient vraiment envie de développer leur résilience. C'est la question, en fait, qui est sortie un peu de toutes nos discussions suite à tous ces différents aléas. Parce qu'en fait, dans le fond, on s'est aussi dit, mais là, aujourd'hui, ça arrive une fois, ça arrive 2 fois, mais si dans 10, 20 ans, on a une saison sur 3 ou une saison sur 4 qui est impactée par des choses comme ça, nos modèles économiques, ils ne tiennent pas. Nos modèles éco, ils ne tiennent pas sur des trucs comme ça. Donc il faut aussi qu'on soit en capacité de réinventer des choses pour s'adapter à ce futur qui n'est pas forcément très souhaitable, mais qui a des probabilités d'arriver de façon de plus en plus fréquente. Et donc du coup, c'est un peu ce sur quoi on s'est attaché à travailler, c'est qu'est-ce que l'on fait maintenant que c'est arrivé, comment on va de l'avant et on poursuit nos activités vers demain. Donc, bon, j'ai pu expliquer des choses un peu hier matin lors de mon intervention. Il y a d'autres axes qu'on a pu travailler pour justement essayer de développer la résilience de ces structures-là face à ces aléas. Mais la deuxième question qu'on s'est posée après se dire qu'est-ce que l'on fait, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait de cet aléa, de cet événement qui est arrivé ? Et en fait, là, du coup, avec nos membres, ce qu'on travaille, c'est la question du récit. C'est le récit, justement, de l'événement qui est arrivé et de tout ce qui s'est mis en place à ce moment-là sur le territoire et de ce que ça a donné. Comment, en fait, cet événement-là a forcé, effectivement, à s'organiser ensemble, à faire ensemble, à réagir, à s'adapter. Et donc, du coup, c'est ça qu'on raconte. Et on raconte le futur qu'on a envie de construire ensemble à la suite de cet aléa. Parce que les crises, c'est aussi souvent des moments où on fait des introspections et des réflexions profondes. Et donc, c'est aussi mettre en récit cette chose-là et le partager. Et en faire justement un support pour que demain, les personnes qu'on accueille, ils deviennent aussi acteurs de la préservation de l'environnement, qui deviennent acteurs aussi face à ce changement climatique qui nous impacte. Merci Clément, c'est justement ce qu'on va voir dans les prochaines séquences. On va revenir peut-être avec toi, Anne, sur l'aspect communication. Comment on communique pendant la crise, pendant l'événement, vis-à-vis des touristes, vis-à-vis des habitants. Comment on communique vis-à-vis des gens qui envisagent de venir la semaine prochaine, le mois prochain, et qui se posent la question d'annuler leur venue. Comment on communique 6 mois, 1 an après, quand le futur potentiel touriste ont envie d'une garantie eau, comme on a parfois une garantie neige dans certaines stations. On aurait pu d'ailleurs avoir une station de ski sur la table ronde aussi, puisque on sait qu'il y a des aléas aussi qui peuvent être très très forts en ce moment et surtout en moyenne montagne. Anne, je te laisse développer un petit peu ce sujet sur lequel vous avez pas mal travaillé et réfléchi. Quand on est dans la crise, déjà, c'est essayer d'obtenir les informations officielles. Et on n'est pas toujours fléchés, nous, les organismes touristiques, pour recevoir les infos officielles. On n'est pas dans les cellules de crise, on n'est pas toujours identifié dans les plans communaux de sauvegarde, ce qui fait qu'on est toujours condamné à aller à la pêche aux infos. Mais ça reste vital. Donc c'est obtenir l'info fiable, et puis souvent c'est la traduire, parce qu'elle n'est pas toujours hyper digeste. Donc cette notion de retranscription, de rendre les choses plus digestes, c'est très important. Et puis ensuite la diffuser. Nous, on s'est rendu compte que pendant notre crise, où tous les gens étaient hyper stressés parce qu'ils pensaient qu'il n'y avait plus d'eau, qu'on ne pouvait plus faire canoë, tout ça, les acteurs du territoire, parfois les habitants, les hébergeurs, véhiculaient un mauvais message. Donc notre priorité, ça a été récupérer la bonne info et la diffuser en masse pour que tous les gens du territoire soient équipés et tiennent un discours cohérent et commun. Et ça déjà, c'est un premier levier, c'est un premier défi et c'est pas si simple. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à pousser un peu de force la porte de certaines instances pour être là autour de la table et être présent, parce qu'on a un rôle à jouer là-dessus. Ça, c'est vraiment sur le temps de la crise. Et quand tu dis communiquer, c'est difficile d'être avec vos propres canaux et vos seuls canaux, d'être à l'écoute et en réaction vis-à-vis de tous les habitants, tous les professionnels dont tu parlais.
Oui, c'est pas simple. Nous, on a commencé par utiliser nos canaux avec des newsletters adressés à nos professionnels ou des choses comme ça. C'est perfectible à souhait. Faut pas non plus, faut trouver le bon équilibre, parce que si on en fait trop, on entretient aussi l'inquiétude, et voilà. Faut vraiment, c'est une question d'équilibre. Et puis après, faut penser au temps d'eux. Nous, cette année, là, en 2023, au printemps, comme le disait Ludovic, on avait énormément de coups de fil de gens qui, en avril, disaient « je voudrais réserver, mais je voudrais être sûr qu'au mois d'août, il y aura de l'eau dans l'Ardèche ». Alors là, je vous avoue que la réponse, elle est compliquée. Et c'est là où toute l'équipe accueille un rôle énorme à jouer. Parfois, on se dit qu'on devrait former tout le monde en psychologie, parce qu'il y a un vrai sens de l'écoute à développer, un sens de l'argumentaire. Puis il y a des moments où on n'a pas de réponse. Enfin, il faut aussi être transparent et arrêter de faire rêver les gens. Donc, on n'a pas de réponse. Donc, voilà. Maria, vous aussi, vous avez, après les incendies, connu cette problématique, alors des différents arrêtés qui sont pris par les uns, par les autres, ce maquis décisionnel qu'évoquait Anne, et puis cette nécessité de communiquer, de réouvrir, parce que vous êtes encore une fois le totem d'un territoire qui a besoin d'être accessible pour que l'économie reparte finalement. Oui, tout à fait. On a vécu une situation inédite et personne n'avait anticipé sur ce type de communication. Donc c'est vrai que pendant la crise, donc du 12 juillet au 25, le jour où le feu a été considéré comme fixé, l'incendie a été considéré comme fixé, ce sont les services du SDIS et de la préfecture qui ont assuré la communication. Donc communication d'urgence, mais pas dans la précipitation, parce que quand on les voit travailler, on voit qu'ils gèrent ces situations de main de maître. Mais effectivement, ça conduit à beaucoup d'arrêtés préfectoraux et arrêtés municipaux, puisqu'on était en vigilance rouge, donc les pistes cyclables dans le massif forestier fermé au public, mais les pistes cyclables qui ne sont pas dans la forêt restaient accessibles. Donc ça a généré beaucoup de confusion et ça a été extrêmement difficile pour les offices de tourisme de pouvoir communiquer auprès des vacanciers, enfin donner une information fiable aux vacanciers qui séjournaient sur le territoire et qui donc se retrouvaient dans une ambiance extrêmement lunaire, puisque la lumière était très particulière. On avait un ciel très bas, des particules, on respirait mal, il faisait extrêmement chaud. Il a fait jusqu'à plus de 40 degrés certains jours pendant l'incendie. On voit des canadaires passer, etc. Donc effectivement, ça a créé une situation un petit peu d'angoisse pour tout le monde et pour les personnes. Et beaucoup remettaient, ceux qui n'étaient pas encore arrivés sur le territoire, remettaient en cause leur venue dans les semaines qui suivaient. Donc c'est vrai que dès que le feu a été considéré fixé, le syndicat mixte a été sollicité par les élus et aussi par les services de l'État pour rouvrir très rapidement l'accès au site de la Dune, parce que c'était un message très fort pour montrer qu'on pouvait quand même venir sur le bassin d'Arcachon, que certes le territoire testerin avait été fortement impacté par l'incendie, mais qu'il y avait d'autres communes et qu'on pouvait très bien venir passer ses vacances. Donc c'est pas évident, puisque nous, l'espace d'accueil qui est au nord du massif de la Dune et qui est la porte d'entrée par laquelle passent les 2/3 des visiteurs, qui est l'équipement touristique du site, qui était en travaux depuis septembre 2021, a servi de pare-feu pour faciliter l'intervention des pompiers lors de cette fameuse journée du 18 juillet, pour éviter que le feu ne se propage au quartier du Pilat et d'Arcachon. Donc l'espace a été bien endommagé, pas par le feu, mais par les interventions nécessaires pour faciliter l'intervention des pompiers. Et donc c'est dans ce contexte qu'il a fallu rouvrir le site dès le 27 juillet. En agissant dans la précipitation, et tu l'évoquais tout à l'heure, avec une équipe qui habite le territoire. Moi, j'ai des agents qui ont été évacués de chez eux, qui ont dû laisser leurs animaux à l'abandon pendant cette période-là, qui ont eu peur. Et on est revenu sur un site sur lequel le silence régnait. Moi, c'est quelque chose qui m'a particulièrement impressionnée. Plus un chant d'oiseaux, plus un bourdonnement d'insectes, plus un bruissement au sol.
juste les arbres qui craquent et qui tombent, une odeur de brûlé, enfin vraiment une situation forte en émotion. On était tous très fatigués. Moi, j'ai passé les 12 jours au poste de commandement. Et en même temps, eh bien, on comprend cette nécessité de rouvrir le site pour rassurer, pour relancer l'activité économique qui avait été fortement impactée pendant cette période-là. Voilà, donc on essaie de gérer au mieux. On a un petit temps pour une communication d'émotion, un peu court à notre goût, mais très rapidement, et c'est surtout le CIBA, le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon, qui s'est chargé de cette communication positive. Et c'est une parole d'élu, donc beaucoup d'élus ont dit que la réouverture du site de la Dune a sauvé la saison touristique. Marie, je reviens vers toi avec ce que vous avez connu notamment dans la vallée du Roya. Maria et Anne l'évoquaient, cette nécessité dans ces temps de crise de travailler finalement avec des interlocuteurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de croiser dans nos missions traditionnelles d'office de tourisme, des services de l'État, des cellules de crise, des SDIS. Comment ça s'est passé chez vous et est-ce qu'il y a de nouvelles habitudes de travail finalement qui ont été prises en fonction de cet aléa et de ces événements qui se sont produits? Il y a un mot-clé que Camille a évoqué, ainsi que Clément, c'est s'adapter. Et je crois qu'on a dû s'adapter à la situation. Dans le Var, il y avait une cellule de crise où l'office de tourisme était partie prenante pour reloger les vacanciers, etc., parce que les crises climatiques s'étaient déroulées en été. Dans la Roya, c'est un petit peu différent. On a pu participer aux différentes... alors, c'est pas une cellule de crise, mais c'est un préfet qui a été à la reconstruction, qui a été nommé et qui a instauré il y avait donc cette mission interministérielle donc de reconstruction des vallées, et on a pu participer directement. Le tourisme en tant que principale activité économique de la vallée était vraiment au cœur des discussions, au cœur des échanges, au cœur des débats et sur l'ensemble des dossiers ayant trait à la reconstruction. Là, vous voyez par exemple dans tous les différentes institutions représentées, le département avait un très gros travail à faire sur les routes, puisqu'il y avait plus de 70 km de routes sur les 3 vallées sinistrées dans les Alpes-Maritimes, énormément de budget mis sur la reconstruction de ces routes. On a des villages qui ont été complètement coupés. Tende a été coupé pendant plus de 4 mois. Donc il y avait uniquement le train des merveilles qui a permis, on l'a appelé la ligne de vie, qui a permis aux habitants de pouvoir continuer à circuler. Ces routes ont été rétablies petit à petit, mais aujourd'hui encore, le col de Tende est fermé. On est coupé de nos voisins italiens piémontais. Ça pose vraiment des gros problèmes à des familles qui vivent d'une partie de l'autre côté de la frontière ou qui travaillent de l'autre côté. Là, vous voyez ce qui reste d'un des campings dévastés. Et sur l'image suivante, vous voyez comment l'office de tourisme, les 15 jours après la tempête Alex, s'est transformé en cellule de dons pour récolter les dons que nous amenaient tous les jours les habitants, les associations, les entreprises. Il y a eu une très très grande mobilisation de la population pour aller aider les sinistrés. Donc comme on ne pouvait pas accéder puisque l'ensemble des routes était coupé, donc on avait listé les besoins des communes. Et on récoltait ces dons via les réseaux sociaux. On affichait au jour le jour les besoins qui changeaient. Ça pouvait être en produits d'hygiène ou en produits d'alimentation pour chiens ou en les petits morceaux de bois là, pour mettre dans les poêles pour chauffer. Voilà. Et donc on s'est reconverti avec les services municipaux. On préparait les cartons, les palettes. Ensuite les camions les acheminaient sur le lieu et ils étaient ensuite élitreillés dans les villages. Donc voilà, cette cellule de dons à l'office de tourisme a fonctionné pendant 15 jours. Donc voilà, ça montre vraiment comment on peut s'adapter, on doit s'adapter. Et je dirais que ça nous a aidé au niveau de l'équipe d'essayer de contribuer à notre façon à aider cette population qui était vraiment en détresse. Et je rejoins ma collègue sur les problèmes psychologiques que ça a pu engendrer dans l'équipe et qui, 3 ans après, ne sont pas réglés. Même si on a fait appel à une psychologue du travail, même si on a encore des personnes qui sont dans une dépression pas facile à gérer. Voilà. Donc c'était un peu notre façon de contribuer à les aider.
Anne, tu m'évoquais aussi de ton côté, la gestion de l'eau, c'est pas à la base le travail d'un office de tourisme, et vous êtes retrouvés finalement à échanger avec ces interlocuteurs et à construire une véritable relation qui aujourd'hui dure finalement. Oui, et en l'occurrence, on travaille énormément avec l'établissement public du bassin versant de l'Ardèche. C'est un EPTB. Je pense qu'on a tous un EPTB sur son territoire. Voilà, mais retenez ceci, que c'est hyper important. C'est vrai que c'est des gens qu'on croisait de temps en temps. C'est eux qui font les analyses de baignade, les analyses d'eau pour les plages. Mais c'était nos seules relations jusqu'à maintenant. Et puis, cette crise, ça nous a permis de développer un vrai partenariat. Et pas uniquement dans un sens, c'est pas uniquement l'office de tourisme qui, toutes les semaines, appelle la directrice en disant alors on en est où, c'est quoi les niveaux d'eau, c'est quoi les risques, comment on gère, parce que c'est ça en fait maintenant notre relation. C'est presque toutes les semaines, il y a un point qui est fait entre nous. Et puis dans l'autre sens, le syndicat qui gère cette rivière, il a vite compris qu'on avait, en termes de communication et de marketing, un vrai professionnalisme, un vrai savoir-faire. Et dorénavant, il s'appuie aussi sur nous quand il veut communiquer sur ses publics, que ce soit des habitants ou des touristes. Donc c'est un vrai partenariat qui est né grâce à la crise finalement. Maria aussi, tu évoquais tout à l'heure rapidement, mais le fait que tu as passé 10 jours dans cette cellule de crise avec des interlocuteurs qu'on n'a pas l'habitude de croiser au quotidien, des colonels, des préfets, est-ce que ça permet de tisser des relations qui perdurent finalement et qui servent aussi le territoire par la suite ? Oui, tout à fait. Quand on passe 12 jours avec la préfète, le sous-préfet, le colonel de la base aérienne, le directeur de Vermillon qui gère les puits de pétrole dans la forêt, des élus, et en partageant des grands moments d'angoisse, parce qu'on a eu quelques scénarios catastrophes, ça crée des liens, ça crée, pour reprendre les termes de notre sous-préfet, monsieur Léostic, ça a créé une communauté d'acteurs. Tout en respectant la fonction des uns et des autres, mais ça simplifie un peu le dialogue et l'échange. Et surtout, ça a perduré au-delà de la crise. Ça a été une volonté très forte affirmée par le sous-préfet et le maire de la Teste de Buch, Patrick Davé, de continuer à travailler en ce sens. Et donc si la dune a rouvert très rapidement, en revanche la route départementale qui relie le sud du bassin au nord des Landes, donc en gros Arcachon-Biscarrosse, est restée fermée pendant 4 mois. Les pistes cyclables également, les plages océanes. Donc à partir du mois de septembre, on s'est retrouvés à l'initiative du sous-préfet, tous autour de la table pour gérer toutes ces problématiques de manière collégiale. Et chacun a apporté sa pierre à l'édifice pour dans un premier temps, début décembre, pouvoir rouvrir cette route qui est un axe aussi de circulation pour les habitants. Et puis progressivement, les pistes cyclables, on est sur le réseau Vélodyssée et puis les plages océanes. Donc effectivement, ça crée du lien et ça reste gravé dans les mémoires de chacun. Alors Camille, vous aussi dans votre environnement urbain, on imagine les cellules de crise liées à des risques terrorisme, l'annulation des fêtes, la fête des Lumières, des choses comme ça. Mais cette action sur la formation finalement et sur le RH, ça vous a aussi permis d'aller voir de nouveaux interlocuteurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de croiser si on respecte les 4 piliers d'un office de tourisme. Exactement. Alors c'est vrai qu'on était plutôt dans le passé, dans nos missions vraiment de promotion, de marketing, d'accueil. Donc on n'était pas amené à échanger avec des acteurs, notamment de la formation, de l'insertion. Et là, avec ce sujet RH, comme je disais tout à l'heure, on aurait pu le survoler, on aurait pu faire uniquement de la communication. Alors nous, on est une association. Donc, de fait, on échange beaucoup avec nos sociopros. On a 600 adhérents, dont à peu près 200 sont des hôteliers, qui nous sollicitent beaucoup. Et donc, au début de cette crise RH, ils nous ont beaucoup sollicité, comme je disais, pour faire remonter des offres, pour nous dire est-ce qu'on organise un job dating, est-ce que vous pouvez le relayer. Et on aurait pu passer notre temps à faire ça. On a pris un petit pas de côté en disant qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Est-ce que c'est notre métier et est-ce qu'on peut les aider autrement, parce qu'il y a un vrai sujet de fond. C'est pas simplement relayer des offres d'emploi, c'est vraiment se dire mais pourquoi les gens qui travaillaient hier
dans l'hôtellerie-restauration, aujourd'hui ne veulent plus y travailler. Et le territoire urbain est un petit peu complexe aussi parce qu'on a des coûts, notamment du logement, qui sont assez élevés. Donc il y a assez peu de saisonniers. Et globalement, si les gens qui hier travaillaient dans l'hôtellerie-restauration ne veulent plus y travailler, on ne va pas forcément aller les chercher ailleurs. Faire renaître cette envie. On a fait ce qu'on sait plutôt bien faire à Lyon. On a quand même une culture assez forte du faire ensemble. Donc on est vraiment reparti de la base en se disant, ok, on ne maîtrise pas toutes les données de ce problème. On ne va pas le faire nous tout seuls dans notre coin. Donc on va déjà commencer à travailler. Donc on a mis en place toute une méthodologie assez carrée en disant, déjà, on va écouter les employeurs. Donc on va faire un focus group employeurs de l'hôtellerie-restauration pour les écouter sur leurs besoins, leurs difficultés à recruter. Ensuite, on va faire la même chose avec des salariés. Et ensuite, on va faire des ateliers miroirs pour confronter les points de vue. Ça semble assez basique dit comme ça, mais c'était assez intéressant de voir ce qui ressortait de tout ça et de confronter des choses très basiques sur les attentes en termes d'horaire, de pause, de gestion, de conciliation de la vie pro et de la vie perso. Et le fait qu'on commence à animer ces rendez-vous, ça nous a amené un pas plus près de la solution donc du festival qu'on a créé, parce qu'on s'est dit, ok, voilà, maintenant on a échangé, on a réussi à voir un petit peu ce qui pouvait être amélioré. Donc on a sorti dans un premier temps un répertoire des bonnes pratiques RH, et c'est pareil, le répertoire en question, il n'est pas édité par l'Office de tourisme, c'est l'Office de tourisme et la métropole de Lyon, et des acteurs de l'insertion. On a notamment la Maison métropolitaine de l'insertion et de l'emploi qui est devenue vraiment un partenaire à part entière. Ce n'était pas du tout le cas avant cette opération. Donc avec eux, on a travaillé des outils de com à destination des pros et des salariés, et on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on veut? Donc on a créé un petit film que je ne passerai pas là, mais vous pourrez aller voir sur le site festivalrêve.com. Le film en question pour redonner cette envie de travailler dans ces métiers, faire ressortir ce qui nous semblait la base, c'est l'émotion qu'on peut avoir quand on travaille dans des métiers d'hospitalité, mais ce qui hier plutôt était vraiment perdu, et donc du coup on se noyait dans des considérations très, très pratiques et très problématiques, et donc du coup de l'inverser, de le passer en positif et de refaire sortir cette émotion, notamment chez les pros, ça a eu un impact assez fort, de dire ok, on se met autour de la table et on va travailler tous ensemble pour faire ressortir le positif de la situation. Et donc la solution trouvée dans la foulée, ça a été de se dire ok, c'est pas tout de faire une belle OP de com. Maintenant ces métiers, en fait, nous on sait ce qui les rend beaux, on sait ce qui les rend agréables, on sait la petite étincelle qu'il peut y avoir quand on rencontre quelqu'un, quand on est à l'accueil d'un hôtel. Comment est-ce qu'on fait vivre ça à une personne, un étudiant, un collégien, un demandeur d'emploi, quelqu'un en reconversion? Il faut lui faire tester ces métiers. Donc là, retour auprès de nos sociopros, on leur dit ok, est-ce que vous seriez d'accord pour ouvrir vos portes? On fait ensemble un festival, on ne sait pas exactement comment on va le faire, qui va nous suivre, mais sur 4 jours, on ouvre les portes des établissements et vous proposez des petites animations sympas, vous faites venir ces personnes que vous voulez séduire, vous les invitez chez vous et vous leur montrez en quoi ces métiers sont beaux. Donc on a travaillé de cette façon et ça a plutôt bien marché. Merci Camille. Jean-Baptiste, Clément, est-ce qu'on a besoin d'une crise comme ça pour se rendre compte qu'il y a plein de gens autour de nous avec qui ce serait intéressant de travailler? Est-ce qu'on a besoin de cette étincelle souvent dramatique finalement pour aller chercher d'autres collaborations qui au final au quotidien vont nous apporter? Eh ben, la contrainte, ça a au moins le mérite d'obliger. Donc c'est vrai que dans ces situations-là, on n'a pas le choix. Et du coup, ça montre effectivement que ça peut donner des choses intéressantes. En tout cas, c'est une réponse. Il y a aussi le fait que de toute façon, personne n'est devin. Donc des situations où on va être surpris, on en aura toujours. Et ça fait partie aussi de la vie d'être sous contrainte par moment. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que si on anticipe et qu'on planifie, forcément ça aide. Et ça aide vraiment positivement de façon assez forte. Dans les secteurs où il y a les plus gros risques, dans les pilotes de ligne par exemple, ils ont toutes les situations qui sont anticipées et les procédures à déployer en cas de problématique. Donc je ne dis pas qu'il faut aller aussi loin parce que c'est des travaux énormes. Mais il n'empêche que quand on est soumis à des aléas de ce type-là avec en plus
un risque d'aléas de plus en plus fort, ça peut valoir le coup de faire ce travail-là d'anticipation pour justement être en capacité d'agir rapidement, efficacement et puis d'apprendre aussi des retours d'expérience des uns et des autres. Mais après, il y a un autre point juste que je voulais signaler. Je pense qu'on a tout intérêt aussi à faire de la prospective et de la recherche terrain sur ces thématiques-là. Nous, je sais que ça nous aide beaucoup, alors pas spécifiquement là-dessus, nous on travaille, mais il y en a d'autres qui le font. Il y a Caroline Leroy, par exemple, avec ses travaux, qui est plus sur ces thématiques-là. Et on fait beaucoup de recherche et d'innovation dans le numérique, etc. Mais je pense qu'on a tout intérêt aussi à faire de la recherche sur nos organisations territoriales pour être en capacité justement de s'adapter, d'évoluer et d'être plus agile face à ces situations-là. Jean-Baptiste, toi qui, notamment avec ton équipe, prodigue beaucoup de formations aux offices de tourisme, est-ce qu'aujourd'hui on réfléchit à des programmes un peu spécifiques pour être en capacité de répondre à ces moments-là et pour aller chercher des compétences dans d'autres services ? Pour répondre à cette dernière question, ça ne va pas être spécifiquement sur ça, mais nous, tout sujet est prétexte à faire bosser les organisations différentes. Si on parle accueil, si on parle crise, si on parle communication responsable, etc., on sait que pour traiter un sujet, il y a X acteurs autour de la table, et quand on commence à gratter, il y a X acteurs dans l'écosystème qui traitent ce sujet-là, et apprendre à se connaître, apprendre à transformer ensemble, apprendre à être réactif. Donc en écho à ça, sur des échanges notamment avec les collègues girondins et Gironde Tourisme, donc parce qu'il y a eu un feu autour du bassin d'Arcachon, mais en même temps il y avait un feu aussi dans les terres, donc plein d'acteurs ont été touchés par ça, et il y a eu des séquences de travail pour voir s'il fallait travailler sur la communication de crise ou comment il fallait le traiter, et ils ont opéré le choix de rassembler tout le monde en mars et de structurer une cellule opérationnelle. Je recherche le nom parce que je me suis noté quelque part. Mais bon, c'était pas une cellule de crise, mais c'était une cellule de réactivité ou autre. Et donc, structurer, planifier des permanences pour être sûr que dans les équipes, il va y avoir du relais d'infos en interne avec les offices, mais aussi du coup avec tous les opérateurs qu'ils ont eu en 2022 en gérant les incendies. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans les propos qu'il y avait, c'est que l'urgence permet d'agir ensemble. La crise permet d'agir ensemble en urgence. Traiter ce qui vient de se passer en urgence permet après pas d'agir ensemble, mais de penser ensemble. Et c'est une vraie différence en fait, parce que du coup, ce qu'on entend là, c'est que tout le monde maintenant est dans la boucle, tout le monde se connaît, on a vécu un truc ensemble. Donc j'ai le 06 ou le 07 de la personne. Les choses sont structurées. Et donc cette cellule opérationnelle, pour donner l'exemple de Gironde Tourisme, j'ai envoyé un texto à Nathalie, la collègue de Gironde Tourisme, ce matin. Elle n'a pas été activée cette année. Mais tant mieux. Mais on est prêt. On a appris à bosser ensemble sur ces sujets. Et c'est pareil sur la crise RH, c'est très intéressant en fait, parce qu'on a accepté ce pas de côté, qu'on avait un rôle à jouer. Je reviens à cette histoire de rôle en fait. Nous, on essaye de quitter à former sur les métiers, mais de former sur les rôles de relationnaires, de confidents, d'aidants. Parce qu'on est les OGD, des acteurs du cadre de vie local. Et le cadre de vie local, c'est pas les habitants qui consomment des loisirs ou des touristes qui viennent voyager. C'est énormément de choses en fait. Donc ça change sacrément la donne. Et moi, ce que j'entends, parce qu'on traite ce sujet-là sur la MONA et pour le lien avec les organisations, travailler à cette fierté, travailler dans les métiers de service, la méthodologie qui a été faite là, mais sert à tout le monde en fait. Dans la logistique, les transports, dans les hôpitaux en fait. Et nous, ça touche du doigt la qualité de vie et les conditions de travail, notamment cet équilibre vie pro, vie perso, que tous les métiers de service prennent de plein fouet. Et ces déclics-là, c'est de bosser aussi avec les managers de ces structures. Donc, un dernier point, juste parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans le tour, donc tu évoquais les médias, je sais qu'on va revenir un peu plus dans le détail sur ça, mais se former au média training, se former à la communication non violente pour les personnes qui sont en première ligne pour rassurer, donner les bonnes informations alors qu'elles sont au cœur du tumulte d'un moment de crise, sont aussi des petits éléments qui aident à préparer les coups d'après, semer des graines à réagir différemment sur une prochaine crise du quotidien, quoi. Justement, tu fais la transition, puisque je voulais qu'on réaborde, Anne, tu l'as un petit peu abordé, mais revenir sur cette notion de communication avec les journalistes, avec les médias, ceux qui sont de plus en plus avides de catastrophisme, que sur le moment, ils vont venir couvrir l'événement, et puis ensuite, ils vont chercher à
à réoccuper avec des marronniers parfois, puisque la saison arrive, y aura-t-il de l'eau, etc. Comment vous avez réussi à communiquer? Comment aujourd'hui vous essayez d'anticiper justement ces éventuels problèmes et notamment les relations presse? Bah oui, chez nous, ça a débordé sur une crise médiatique et comme le disait Jean-Baptiste, on est parti sur 2 axes. Le premier, c'était de faire appel à une agence de com de crise parce qu'on s'est quand même senti un peu débordé en 2022 et on a eu besoin de se faire accompagner. Et puis, on a fait des formations en média training, on a construit des discours, des éléments de langage qu'on partage avec l'agence de développement touristique de l'Ardèche, parce que c'est un sujet qui nous dépasse, qui dépasse simplement l'échelle des gorges de l'Ardèche, même si on est en première ligne. Et du coup, c'est déjà de construire un discours commun et de faire en sorte que tout le monde tienne le même, ce qui n'est pas simple, parce qu'un journaliste, quand il arrive sur un territoire, souvent il va voir le maire, qui lui n'est pas formé au média training. Faut arriver à créer une communauté qui parle dans un même esprit. Nous, ça, c'est quelque chose qu'on travaille depuis très longtemps avec le directeur de la Réserve nationale des gorges de l'Ardèche. Généralement, quand il a une touche média, paf, un petit coup de fil à l'office et vice-versa. Le premier qui est contacté, tout de suite, il y a un système de téléphone arabe et de cellules qui se déploie pour pouvoir un peu encadrer ça. Là, cette année, par exemple, on a été contacté par Zone Interdite. Donc déjà, non, Zone Interdite, quand ils arrivent, on est un peu inquiet. Donc, faut gérer le reportage sur le terrain, ce qui n'est pas simple du tout. Et puis entre ce qu'on nous dit au moment de la préparation du reportage et puis ce qui est réalisé effectivement sur le terrain, ça aussi, c'est méfiance. Enfin, faites attention si un jour ça vous arrive. Et puis en l'occurrence, nous, c'était pour un reportage qui devait être diffusé cet automne et qui sera finalement diffusé en avril prochain. Donc on a quand même très peur. On a beaucoup de craintes. Donc voilà, les médias, c'est hyper important et je pense qu'il ne faut pas hésiter à s'outiller. Et le deuxième axe, on a travaillé plutôt sur le fond, et là avec les loueurs de canoë, sur un outil qui permet à nos vacanciers et aux pratiquants canoë d'aller identifier le meilleur moment pour faire leur descente en canoë des gorges de l'Ardèche. Donc on choisit son jour, son trajet, son heure, et on s'est basé, c'est un outil prédictif, c'est comme un bison futé du canoë. Et l'intérêt, il est pour le client, il est pour améliorer l'expérience client, mais en l'occurrence, il a été aussi très très important en termes de médias, parce que cet été, quand les médias ont débarqué chez nous en voulant un peu, dans un esprit de nous démonter et de venir chercher du sensationnel, on sortait notre petit outil en disant on a ça, on a travaillé là-dessus, et ça nous a permis de décaler un peu le débat, et c'était très très précieux. Et difficulté aussi de communiquer pour vous sur un sujet qui est un peu sensible, et tu me le disais au téléphone, avec des professionnels qui avaient envie que vous communiquiez fortement pour dire si ça va bien, et des retours qui ne sont pas toujours faciles non plus, de la part de clientèle qui ne comprennent pas aussi qu'on soit dans cet état d'esprit. Et oui, quand on a plein d'appels à l'office de tourisme, mais aussi chez les professionnels sur il n'y a pas d'eau, plein de gens qui s'inquiètent sur le manque d'eau alors qu'on en a en vrai, on est tenté de communiquer en disant venez chez nous, il y a de l'eau. Et puis les professionnels nous font pression en disant allez, faut y aller. Et pour autant, c'est là où je parlais d'équilibre tout à l'heure, faut pas non plus être complètement déconnecté de ce qui se passe sur son territoire, mais aussi ailleurs. Faut y aller doucement. Donc nous, on a résisté un peu aux professionnels et à leur pression qui nous demandaient de communiquer à tout va sur le fait qu'on avait de l'eau. Et puis finalement, on a cédé. On a fini par céder. Et ça a fait un gros flop, quoi. Mais vraiment, quand dans nos postes, généralement, on a 80% d'avis hyper positifs sur la destination, là, on avait 90% d'avis hyper négatifs et des réactions énormissimes. Donc voilà, on a testé, ça nous a permis de pouvoir montrer à nos élus et aux professionnels qu'on ne peut pas communiquer à tout va, qu'il faut faire attention et surtout, il faut être responsable. Et quand on prend la parole sur des sujets un peu touchy, faut avoir une certaine légitimité sur ces thématiques. Et nous, on ne l'avait pas tant. Donc on est en train de la construire petit à petit en prenant la parole sur des sujets de transition ou de tourisme responsable. Et plus on fera ça, plus on pourra être légitime
pour expliquer qu'on a de l'eau, même en été. Marie, juste après, pendant et juste après le Roya, et encore longtemps après, on a beaucoup parlé aussi de cette vallée dans la presse. Est-ce que vous avez géré ça? Est-ce que les médias s'imposent à vous? Est-ce que vous arrivez à les orienter? Alors au départ, ils étaient vraiment dans la gestion de médiatique d'urgence, dans un côté aussi voyeurisme qui nous a beaucoup choqués. Ils n'avaient pas besoin de nous à ce moment-là pour se déplacer avec les hélicos TF1, etc. Par contre, dans un deuxième temps, l'Office de tourisme a géré directement des reportages au long cours sur des sujets de fond. On a eu la chance d'avoir des belles émissions avec Échappée Belle, par exemple, qui est venu en 2021 et qui est revenu cette année faire un deuxième reportage. Des beaux focus, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le train des merveilles, avec l'été dernier, cet été, sur la relance de l'activité touristique, sur l'utilisation des mobilités douces, etc. Donc, sur tous les sujets touristiques, clairement, on était au cœur du dispositif médiatique. Et ce triste événement, finalement, nous a permis de mettre un coup de projecteur sur la vallée de la Roya et de faire connaître un territoire par des événements dramatiques, mais aujourd'hui de pouvoir rebondir et de montrer que le tourisme renaît, que voilà, il y a encore des stigmates de la tempête, on ne peut pas les cacher complètement, les travaux prennent du temps, mais aujourd'hui on est accompagné par les médias pour montrer que la vie a repris et on a eu des reportages vraiment très positifs, donc ça c'est le bon côté des choses. Camille, chez vous à Lyon, les médias, amis, ennemis, c'est quelque chose que vous pratiquez au quotidien? Oui, on pratique et comme partout en fait. C'est vrai que le tourisme c'est un sujet vendeur et globalement on préfère communiquer quand ça va pas que quand ça va. Donc il suffit de trouver un restaurateur ou un hôtelier qui a envie de dire qu'il a du mal à recruter pour que du coup ça devienne le sujet dont tout le monde va parler, parce que c'est beaucoup plus intéressant qu'un restaurateur qui dit que tout va bien et qu'il a une super équipe. D'accord. Donc le festival Rêve, ça a été aussi pour nous une belle OP de com. Ça nous a permis de contrôler le discours et d'avoir un discours commun et un discours beaucoup plus positif sur ces métiers, comme je disais, sur le côté humain, sur le côté oui, il y a des difficultés, mais on y travaille et on y travaille ensemble. Donc on a vraiment outillé tous les partenaires. Donc il y avait une 40aine de partenaires qui ont participé à ce festival. Et l'idée, c'était que chacun ait un kit de com, de quoi communiquer sur les réseaux sociaux, puisse s'emparer du discours. Et puis que quand on avait des sollicitations presse, ce soit pas forcément nous, en tant qu'office de tourisme, qui répondions à ces sollicitations, mais plutôt qu'on renvoie vers le club hôtelier qui pouvait dire un mot sur le festival, sur un hôtelier qui participait, partager la prise de parole, mais le faire dans ce cadre positif du coup du festival. Donc ça nous a beaucoup apporté. J'ai mis donc là c'est des petits exemples du répertoire des bonnes pratiques. Et après j'ai mis quelques retombées presse qu'on a eues pendant le festival, qui étaient évidemment toutes positives parce qu'il y avait des choses à montrer. Et le fait que ce soit un événement et qu'il y ait des choses qui se passent et qui puissent se vivre dans les établissements a aussi aidé. C'est devenu du coup un bon sujet presse, parce qu'on pouvait dire ok, allez voir. Vous voulez rencontrer des candidats potentiels, des collégiens qui se posent des questions et qui ne savent pas où ils en sont, allez à tel rendez-vous du festival et vous allez voir la présentation du métier de barman dans tel hôtel ou dans tel établissement. Et du coup, en termes de retombées, ça a plutôt bien payé. Et par ricochet, c'est devenu une vraie fierté pour les équipes. On a parlé tout à l'heure du coup, des employeurs, des salariés, mais tous les salariés qui ont participé ont été très fiers, et c'est ce qui est ressorti des participants et sur les réseaux sociaux. C'est vraiment ce côté hyper fier d'avoir participé, et ça, c'est peut-être pas aussi vendeur que de dire que ça va pas, mais par contre sur les réseaux sociaux, ça crée des belles histoires, des petites photos, des employés qui se prenaient en photo en selfie pour dire qu'ils étaient contents d'avoir reçu du monde et montré leur métier. Et en fait, c'était vraiment ça qu'on voulait remontrer, quoi. Cette petite étincelle, la raviver dans le cadre de cet événement. Et ça a certes été éphémère le temps du festival, mais ça crée une attention intéressante. Et alors maintenant, le coup à jouer d'après, c'est de dire, ok, on l'a fait en partie en réaction
un phénomène médiatique qui était de pointer le fait que ça n'allait pas. Donc c'est bien pour ça qu'on a fait la première édition. Maintenant, on ne va pas s'arrêter à l'effet de mode, il faut qu'on fasse une deuxième édition. Et donc là, on fait une édition 2 en février et on va aller chercher ceux qui ont moins participé, les restaurateurs, qui sont toujours plus compliqués à mobiliser. Donc là, on va faire une action un peu particulière avec les restaurateurs, aller chercher des personnes en situation de handicap, aller plus aussi dans des questions d'insertion pour compléter le discours et montrer qu'on est dans un temps long. On n'est pas dans un temps uniquement de réponse aux médias. Maria, je sais que de ton côté aussi, vous avez eu à gérer quelques épiphénomènes, notamment des films catastrophes que se faisaient certains journalistes. Ça a été un petit peu compliqué du coup. Il a fallu aussi utiliser ses propres canaux, ses propres médias, finalement, pour rétablir un peu la vérité. Oui, alors nous on n'a pas géré en direct la communication, mais c'est vrai que cette communication positive liée à la réouverture du site, ça nous a valu quelques critiques très acerbes sur les réseaux sociaux, notamment des habitants du territoire qui ne comprenaient pas cette réouverture aussi rapide. Donc on a été ciblés comme étant un peu à l'origine de cette volonté de rouvrir et de cette communication. Et puis surtout, ça a été un déferlement de médias. On a eu toutes les chaînes, même des chaînes internationales pendant l'incendie. Et puis très vite, alors il n'y a pas, par chance, il n'y a pas eu de décès, il n'y a pas eu de blessés graves. Donc les journalistes ont cherché un film catastrophe après l'incendie. Et donc, c'était bien que la dune allait s'effondrer, puisqu'il n'y avait plus de forêt adossée à son versant est. Donc, la dune allait s'effondrer. Et là, en l'espace de 24 heures, ça a été une déferlante d'appels de journalistes. Et très rapidement, avec le BRGM, donc le Bureau de recherche minière et géologique, on a travaillé ensemble pour rédiger un communiqué de presse et avoir vraiment une communication commune qu'on a partagée ensuite avec les offices de tourisme pour dire non, la dune, elle ensevelit des pins de 30 mètres, donc c'est pas parce qu'il y a eu cet incendie et qu'il n'y a plus de forêt ou très peu derrière que sa formation est remise en cause. Mais voilà, on voit un peu ce déferlement et cette volonté de monter en puissance et de trouver encore des éléments qui vont permettre de continuer à communiquer de manière angoissante sur un événement. Et juste, je voudrais rebondir par rapport à Zone Interdite. Alors, c'est pas lié à l'incendie, mais nous, il y a quelques années, il y a Capital qui est venu pour faire un reportage sur le site de la dune, les campings, etc. Donc, nous étions, syndicat mixte, gestionnaire du site et le Conservatoire du littoral, extrêmement frileux à accueillir cette équipe, à répondre à leurs questions. Mais on s'est dit, de toute façon, le reportage, ils vont le faire. Donc, on a dit, OK, on joue le jeu. Donc, on a joué le jeu pendant 3 semaines. Nos agents ont accepté d'être filmés. On leur a consacré beaucoup de temps. On leur a expliqué nos missions. Et puis, au final, ça s'est soldé par une conclusion où le syndicat mixte était gestionnaire d'un parking qui rapportait beaucoup d'argent et que si on s'employait à supprimer le stationnement sauvage le long des routes qui desservent le site, c'est simplement pour gagner encore plus d'argent. Voilà. Donc je vous invite à la prudence quand ce type d'émission vient tourner sur vos territoires. Merci de ce retour, Maria. Clément, Jean-Baptiste, on le sait, ça fait quand même quelques temps qu'on a un souci avec la presse généraliste notamment, peut-être moins la presse spécialisée. Le tourisme aujourd'hui est vu et relayé comme une activité qui est polluante, où on a des hordes de gens qui débarquent sur des territoires. Comment aujourd'hui on peut reprendre un petit peu la main? Comment aujourd'hui on peut mieux travailler avec la presse, avec les journalistes, pour donner une image un peu plus positive de cette activité? Est-ce qu'il faut se former? Est-ce qu'il faut recruter? Est-ce qu'il faut sous-traiter, comme beaucoup le font d'ailleurs aujourd'hui? Moi, je pense que quand même la première chose à faire, c'est de se remettre aussi un peu en question. Je crois qu'il n'y a pas de fumée sans feu et qu'on est aussi responsable de ce bashing que subit notre secteur. Il y a une approche que j'aime bien, que j'ai trouvée intéressante là-dessus, c'est la logique du pharmacon. C'est une approche empruntée à la biologie, plutôt à la pharmacologie, mais qui définit les choses comme étant à la fois un remède à poison et un bouc émissaire.
C'est-à-dire que le tourisme, c'est effectivement un remède pour des territoires qui aident au développement économique, etc. Mais ça peut être également un poison et ça peut être ciblé comme étant le bouc émissaire de nos problèmes. Et en fait, cette approche du pharmacon, ce qu'elle dit, c'est qu'on bascule là-dedans quand l'équilibre est trop perturbé. Et je trouve ça intéressant parce que si on se remet en question, je pense qu'effectivement, il y a peut-être aussi un travail à faire là-dessus, sur l'équilibre de ce que le tourisme apporte au territoire, apporte aux populations locales et pas juste apporte aux acteurs du tourisme comme étant une activité économique et comme aux voyageurs comme étant une activité de détente et de loisirs. Donc je pense qu'on a aussi besoin de travailler là-dessus et que ça pourrait nous aider justement à améliorer notre image. À mon avis, c'est le point de départ. Et après, concrètement, par contre, c'est vrai que nous, on a des membres qui ont été soumis à des mauvaises expériences avec la presse. On en a qui sont dans des zones très touristiques où généralement quand même ça se passe mieux, mais ceux qui sont dans des choses un peu plus originales, et je pense à Bastina qui organise des balades avec des migrants, guidés par les migrants, à Hôtel du Nord qui travaille sur les quartiers nord de Marseille, et ben eux ils ont eu plein de fois des trucs Capital, etc. Qui ont été absolument terribles. La façon dont ils font aujourd'hui, c'est qu'en fait ils posent leurs conditions. Ils posent leurs conditions pour que ça se passe bien. Par exemple, Hôtel du Nord, c'est une journée entière minimum. Les journalistes y sont accompagnés. Et il y a un travail en amont pour expliquer, contextualiser ce qu'ils font, comment ils le font, pourquoi ils le font. Et du coup, si les journalistes ils n'acceptent pas ces conditions-là, déjà, c'est un stop. Et après, s'ils acceptent, il peut toujours y avoir des dérives. Mais en règle générale, ça se passe très bien quand ils arrivent à faire de la sorte. Jean-Baptiste ? Ouais, sujet complexe évidemment. Moi, ça me fait penser à quel média en fait, à quel média on veut parler. Ça rejoint un peu ce que tu dis. Zone interdite vient. Si on sait qu'on a déjà eu 2-3 expériences est-ce qu'on en a besoin en fait. Après, je suis pas du tout spécialiste du truc, donc je vais pas m'emballer sur des convictions ou des croyances pour venir ailleurs. Il y a pléthore de médias qui sont en capacité de parler du tourisme. Pas pour faire la grande ambiance des fils d'actualité 24-24 où on voit la même image toute la journée et puis on est des acteurs où on sait communiquer. Par contre, il faut qu'on crée réellement un nouveau récit. Je l'évoquais aussi hier par rapport à la crise des articles sur tourisme. En 2017, c'était sur la tourismophobie. On fait une cacophonie et on a nourri ces médias pendant des années sur des indicateurs, des quantitatifs, etc. Donc on ne peut pas leur lancer la pierre aujourd'hui. Que dès qu'il y a un peu de catastrophe, ils viennent chercher de l'actu. Et c'est dur en fait. C'est dur parce qu'il y a plein d'entre nous qui ont déjà enclenché des nouveaux récits. D'ailleurs, il y a un atelier sur le sujet, l'éthique et tout ça, cet après-midi. Et Mera, tu l'évoquais aussi sur la communication responsable. Qu'est-ce qu'on veut évoquer? Qu'est-ce qu'on veut sortir? Quelle construction d'argumentaire on a, d'où le croisement avec des scientifiques qui est évoqué pour gaper aussi. Et je réponds sur le côté se former, oui, se former, mais pas nous, en fait. Se former, nous, avec tous les acteurs, en interfilière, en multisectoriel, pour que quand un journaliste X ou Y commence à faire la tournée du territoire pour être sûr de trouver celui qui lui fera sa punchline qui tape sur le catastrophisme, parce que sinon il ne va pas prendre tous les autres, on sait qu'on a formé beaucoup de gens, ou on a accompagné beaucoup de gens à construire ce nouveau récit, mais pas pour faire du marketing le nouveau récit, pour vraiment être dans le lien de tout le monde, c'est la fête à la RSE là, mais on y va quoi, on y va vraiment et on change pas mal de choses pour y aller. Et du coup, ça me fait penser juste à une action en rebond. C'est la mission de sensibilisation, voire éducative, et c'est l'exemple à Mimizan, donc sur la côte landaise, même type de territoire avec un rétro-littoral, forêt et compagnie. Et l'Office de tourisme est acteur et a créé des choses avec les écoles pour avoir toute une opération, mais pas d'un one-shot, mais sur le long terme, pour que tous les jeunes qui habitent là et qui vont être les futurs accueillants, les futurs habitants, les futurs peut-être opérateurs privés qui accueilleront des touristes, etc., soient éduqués à la préservation, aux écosystèmes, à la liaison de un vélo qui vient dans la forêt, ça donne ça. Vraiment toute la liaison qui peut y avoir. Et je trouve ça génial en fait, parce que c'est pas le média, ça ferait peut-être pas kiffer CNews, mais ça donne une façon de communiquer sur le long terme et d'ancrer sur le long terme ce qu'on fait, à quoi on sert, de façon assez remarquable, parce que c'est encore un pas de côté qui touche des personnes différentes, mais avec une recherche d'impact, non pas au fil info de ce soir 20h, mais peut-être au fil info de dans 20 ans avec ce que ça aura changé.
Merci Jean-Baptiste. Il est maintenant temps de conclure. J'aimerais que... On a bien senti ces épisodes un petit peu durs que vous avez vécus. On a senti l'émotion que vous évoquiez. Est-ce qu'on peut essayer de trouver une minute, une note positive finalement? Vous l'avez évoqué sur des modes de travaux qui ont pu changer, sur des prises de conscience. Quels sont les éléments positifs? On commence avec toi Marie, que tu retires finalement de cette crise 3 ans après. Alors un peu plus, juste 2 minutes alors, mais nous ce qui nous a permis, ouais, on a débordé un peu, mais c'était le sujet qui je trouvais très très important, c'est comment on a réagi à l'Office de tourisme pour mettre en place une stratégie de développement touristique durable et du coup reconstruire durablement la vallée avec les habitants, avec les socioprofessionnels. On a été accompagnés par des consultants que je voudrais remercier, Marie-Laure Desmé, le cabinet ID Réseau Benoît Dudrain, Jean-Patrick Mancini et Mathieu Vado, sur 12 mois, une grosse étude qui a démarré en février 2021 jusqu'en mars 2022, 40 actions qui ont débouché de cette stratégie, mais surtout sauver le tourisme dans la Roya dès l'été 2021, donc rebondir très vite, opération commando, un site de destination. Je remercie Alix qui est dans la salle parce qu'elle a fait un énorme travail avec son équipe, création d'un site de destination, place de marché pour relancer les loisirs dans la Roya, nouveau positionnement marketing, campagne de communication avec l'agence Léon, j'en profite, ils sont là aussi, un travail pour communiquer sur Menton Riviera et Merveilles, le vrai pays des merveilles, et donc un nombre d'actions importants portés par l'Office de tourisme et des moyens mis par notre agglomération, la Riviera française, plus de 300 000 € débloqués pour ces actions et donc un gros travail d'accompagnement des sociopros, etc. Donc voilà, une vraie stratégie de développement touristique durable avec les habitants, pour les visiteurs, pour les sociopros, et je crois qu'aujourd'hui les premiers résultats payent. On enregistre une bonne saison dans la baie de la Roya malgré toutes les difficultés rencontrées. Donc voilà, c'est plutôt du positif aujourd'hui pour la reconstruction de ce territoire. Je reviens vers toi, Anne. Du coup, qu'est-ce que tu retiens toi comme élément positif après coup et dans tes habitudes de travail au quotidien? Dans le temps de la crise, je pense qu'il faut se faire confiance et qu'on a des super équipes, que ce soit à la com, à l'accueil, et qu'on a un rôle à jouer et qu'il faut le jouer et puis qu'il faut s'imposer auprès de nos partenaires. Mais je pense qu'on est flexible et qu'on est plutôt bon dans le temps court. Et donc, il ne faut pas hésiter à relever les manches et à s'imposer sur le territoire. Et puis, dans le temps long, il faut travailler sur les conséquences de la crise, en fait. C'est vrai que la crise, elle permet d'ouvrir des brèches, de montrer ce qui ne va pas. Et nous, dans notre cas, c'est la gestion de l'eau. On savait depuis longtemps qu'à un moment donné, on aurait un problème. Puis là, ces crises qui augmentent font que, très clairement, il faut quand même qu'on y bosse sérieusement. Et puis, si nous, on ouvre les yeux, c'est que les élus le font aussi, c'est que les sociopros le font aussi, et que tout converge pour développer des actions de fond. Donc la crise, c'est bien, mais il faut en tirer parti. Et puis, il ne faut pas oublier les objectifs en temps long, parce que ça fait du bien aussi de se projeter loin. Donc ça reste positif. Puis c'est super de montrer qu'un office de tourisme sait se décaler, même si c'est sur des missions qui ne sont pas habituelles. Je pense que c'est à chacun de se saisir de certains sujets qui sont différents selon les offices, selon les territoires, mais on a à se décaler et à s'adapter aux situations qu'on vit actuellement. Merci Anne. Tu peux passer le micro à Maria, s'il te plaît, pour également une toute petite minute de conclusion. Alors, en conclusion, je dirais que quand on travaille à la préservation de l'environnement, on est souvent en opposition avec le monde du tourisme. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que souvent les acteurs du tourisme perçoivent. On est un peu les empêcheurs de tourner en rond. Surtout quand on est sur des sites classés où les contraintes sont importantes. Et je trouve que ce que nous venons de vivre avec cet incendie, ça a montré l'importance des paysages, des espaces naturels dans l'attractivité des territoires. Nous avions mené en 2014 une étude sur les retombées socio-économiques générées par le site de la Dune sur le territoire. Donc on avait démontré que c'était 168 millions de retombées économiques indirectes à l'échelle de l'ex-Aquitaine et 13 millions sur le territoire. Mais malgré ça, malgré ces chiffres, c'était pas évident pour tout le monde. Et là, l'incendie, la fermeture de la Dune
l'impact sur ce massif forestier, eh bien aujourd'hui permet que... alors moi, je n'ai pas d'état d'âme entre les deux mondes, puisque j'ai travaillé 10 ans dans un comité départemental du tourisme, donc je connais bien les deux milieux, et pour moi, ce n'est pas incompatible. Et la politique des grands sites de France, justement, elle repose sur ces deux piliers, la préservation et le tourisme. Donc aujourd'hui, je suis confiante, parce que je pense que cet événement dramatique a permis à ces deux mondes de se rencontrer sur le bassin d'Arcachon. Merci Maria. Camille, pour conclure sur ce petit tour territorial, qu'est-ce que tu retiens toi et qu'est-ce que ça te fait penser des missions d'un office de tourisme tel que tu le vis aujourd'hui? Eh ben, je trouve que, voilà, moi, ce que je retiens, c'est effectivement ce pas de côté, cette capacité qu'on a de le faire dans chacune de ces situations. Je trouve que ça apporte un vrai plus à notre mission. Non pas, et je suis en charge du marketing, donc je peux d'autant plus le dire, c'est pas de dévaloriser le marketing et la promotion que de le dire, mais avec ce type de crise, on devient vraiment des OGD, on est vraiment dans la gestion de la destination, et peut-être que demain, c'est la sécurité, qu'aujourd'hui, c'est l'emploi, et après-demain, hier plutôt, l'environnement. Mais ça apporte vraiment des composantes différentes. Ça nous met dans un rôle plus central. Ça nous pousse à travailler avec d'autres. Et puis, en point très positif, je pense que s'être intéressé aux problématiques de nos sociopros sur cette thématique très particulière, ça fait qu'aujourd'hui, on peut les solliciter sur d'autres choses et qu'ils nous répondent plus. On a une politique assez ambitieuse sur le tourisme responsable. Être capable d'écouter les pros sur l'emploi, hier, ça veut dire que voilà, maintenant on peut aller les solliciter et leur dire c'est important qu'on avance ensemble dans un tourisme plus responsable, plus résilient pour la destination. On vous a écouté, maintenant continuez à nous écouter, suivez-nous et on avance ensemble sur notre problématique d'écolabellisation, de décarbonation, etc. Donc plutôt très positif malgré un contexte Merci négatif. Camille. Très rapidement, Jean-Baptiste, Clément, pour conclure, 30 secondes chacun, qu'est-ce que vous retenez de ces échanges et qu'est-ce que vous donneriez comme cap à atteindre? Alors très rapidement, parce que moi aussi j'ai faim, ce que ça amène, ça remet encore le doigt sur on est des tiers de confiance. On aurait pu faire ce même table ronde en sortie de Covid, on revenait toujours à ça. Il y a un panel d'acteurs qui viennent nous chercher pour des compétences qui ne sont pas forcément visibles et ces moments de crise révèlent ces compétences et ces rôles. Et ce côté tiers de confiance qu'on vient de voir, c'est aussi une prise de conscience de l'étendue de notre réel écosystème. Quand je dis écosystème, de tous les acteurs sur lesquels on a une influence et du coup, mon troisième point de conclusion, l'utilité qu'on a dans cet écosystème. Mais on revient à un élément, c'est pour être utile dans ça, on va se cacher probablement sur le temps y consacré, donc on y touche à qu'est-ce qu'on doit renoncer pour être encore plus utile sur cet écosystème. Et le dernier truc, moi ce que ça me évoque, et puis c'est en préparant ces rencontres que je suis tombé sur ce concept, c'est sur l'amnésie écologique notamment, ou l'amnésie face aux crises, c'est qu'on est tous avec une amnésie, parce qu'on est tous à une date, et on n'a pas vécu des choses qui font que les générations d'avant ou les gens avec qui je vais grandir ont quelque chose, une graine qui a été semée. Et donc en fait, une crise fait péter un peu d'amnésie et fait bouger les lignes. Donc c'est pas pour dire que c'est un mal pour un bien, mais ça permet de toujours faire avancer d'un cap en société les sujets qu'on est en train de traiter. Je te demanderai de ne pas être amnésique, j'ai dit une minute. Ouais, j'ai bien entendu. Merci Clément. Moi, en tout cas, dans l'atelier, j'ai entendu coopération, j'ai entendu aussi sortir de ces logiques de silo, d'aller travailler avec d'autres acteurs en concertation, de planifier. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je trouve que c'est que des bonnes choses, en fait. Et du coup, j'ai envie de dire que c'est des choses qu'on peut mettre en place même hors de période de crise. Et je vous invite toutes et tous, moi le premier, à essayer de le faire sur un enjeu. On prend un seul enjeu sur nos territoires, dans nos structures, et on essaye de le travailler avec ces logiques-là, juste pour voir ce que ça donne, et juste pour voir si ça peut être intéressant de le faire par cette approche-là. Très bien, merci beaucoup à vous 6 de vos témoignages.